Dernière partie du cours, hein, donc la guerre froide se termine. La surprise plutôt générale, hein, c'est-à-dire qu'on a tous été un peu surpris de la fin de ce conflit, hein, euh, où il y a eu beaucoup de reportages télé, beaucoup de photos de prise. Le conflit se termine évidemment par la défaite objective de l'URSS qui n'arrive plus à combattre, manquant de denrées, une économie qui est complètement exsangue. Et pendant très longtemps, si les dirigeants soviétiques ont essayé de cacher les choses, à un moment donné, ça n'est plus possible. C'est ce qu'on va appeler la glasnost, c'est-à-dire que Gorbatchev, le président du RSS, met en place une politique de transparence pour expliquer la réalité du pays à ses citoyens, puisque l'URSS est devenu un véritable pays en ruine et il va falloir très nombreuses années pour remonter une économie dans ce qui est maintenant la Russie. Alors l'URSS, qui est aussi une république, une union de républiques soviétiques, va se désagréger en une multitude de pays, hein. C'est-à-dire que, bien sûr, la Russie va dominer, hein, mais on va avoir la création de l'Ukraine, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de la Biélorussie, et puis les pays baltes, hein, Lituanie, Estonie, qui vont se réunir, eux, à l'Union européenne. Voilà la fin de ce conflit un peu particulier, dont je vous rappelle qu'il n'y a jamais eu d'affrontement direct, mais beaucoup de phases de crise et de guerre entre les deux ennemis majeurs, les deux hyperpuissances. Alors, à l'issue de ce conflit, il faut être réaliste, comme le dit le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Hubert Védrine, les USA sont la seule hyperpuissance dans le monde. C'est-à-dire que la très très grande puissance, celle qui dépasse de loin toutes les autres, hein, les suivantes, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, etc., ce sont les États-Unis, c'est eux qui vont pouvoir imposer une sorte de paix mondiale, Pax Americana, une paix américaine, pour essayer de réduire l'intensité des conflits. Euh, un philosophe japonais, hein, Fukuyama, évoquera même la fin de l'histoire. On pense que l'histoire se termine à la fin de cette guerre froide, puisque depuis 1945, on ne connaissait que ce mode de fonctionnement en géopolitique. Et puis, on imagine que l'histoire va s'apaiser sans percevoir que, à travers, par exemple, le conflit afghan, va naître une résurgence de l'islamisme, que la puissance chinoise va devenir de plus en plus importante, et qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus nécessairement l'hyperpuissance des années 90. Troisième chapitre du cours, les nouveaux pays. Alors, nouveau pays, pas réellement, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes qui étaient colonisatrices, hein, comme la France, l'Angleterre, la Belgique, le Portugal, etc., se sont considérablement affaiblies. Par ailleurs, elles ont beaucoup moins besoin des colonies qu'à une certaine époque, hein. On peut on peut avoir du pétrole ailleurs qu'en Algérie, on peut avoir du thé ailleurs qu'en Inde ou du coton, et donc les marchés internationaux s'établissent. On a beaucoup moins besoin de ces productions coloniales. On sait qu'on ne va pas manquer au fond, et que ces colonies n'ont plus une grande utilité, sauf à faire dépenser beaucoup d'argent public. Et donc en 1945, par exemple, l'Angleterre décide de quitter l'Inde, un continent, un pays continent quasiment, hein, avec la création donc de deux pays, hein, l'Inde et le Pakistan qui est divisé en deux entités, un Pakistan oriental, un Pakistan occidental, dont l'un demeurera le Pakistan tel qu'on le connaît aujourd'hui, et l'autre le Bangladesh. Donc on a un immense pays, trois pays importants qui se créent à cette époque. En 1948, on a la création d'Israël, hein, le 14 mai, avec le début des fameuses guerres israélo-arabes, qui sont toutes relatives en intensité, même si elles ont une grande importance en géopolitique. En 1949, on a la naissance de la Chine communiste. Alors la Chine, évidemment, est un pays millénaire, mais il y avait un conflit, une guerre civile extrêmement importante en Chine, alors qui avait baissé d'intensité parce qu'il fallait lutter contre les Japonais. Donc les nationalistes et les communistes avaient plus ou moins signé une trêve, mais dès que la Seconde Guerre mondiale s'est achevée, les conflits ont repris entre les communistes et les nationalistes. Et les communistes vont occuper toute la Chine continentale, repoussant
les républicains, donc sur l'île de Taïwan. Et aujourd'hui, il y a deux Chines, hein. Il y a une Chine communiste continentale et puis une petite Chine, hein, de l'île de Taïwan. Je vous invite à regarder ça sur vos atlas ou sur Google Earth pour voir ce qu'il en est. Et c'est toujours une zone de forte tension aujourd'hui. C'est-à-dire que ça date de 1949, mais il y a toujours des tensions très très fortes. La Chine communiste n'a pas renoncé à occuper la Chine républicaine, à occuper Taïwan, pour ne faire qu'une seule Chine. Et donc il y a de très très fortes tensions actuellement en mer de Chine. Et puis en 1960, c'est tout simplement la décolonisation de l'Afrique noire, avec la naissance du Congo, avec la naissance de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, etc., tous les pays d'Afrique noire. Alors décolonisation de la part des Anglais, de la part des Français, et ce qu'on sait moins, par exemple, des colonisations un peu plus tardives, hein, dans les années 70, de l'Angola, du Mozambique, par les Portugais, qui avaient encore des colonies en Afrique. Voilà, on a également, alors ce ne sont pas des nouveaux États, mais ce sont des éléments de construction géopolitique. En 1949, pour faire face aux forces communistes, eh bien, il y a la création de l'OTAN, hein, l'OTAN qui existe toujours, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire les Américains et puis leurs alliés, hein, anglais, italiens, français, turcs, grecs, espagnols, etc., qui constituent une vaste entité, hein, dont on pensait elle aurait pu disparaître à l'issue de la guerre froide, et puis qui se maintient, qui s'est maintenue en particulier lors du conflit en ex-Yougoslavie, dans la fin des années 80, 90 plutôt, les années 90, et qui a eu une certaine utilité pour la résolution de ce conflit. On a également la création en 1951 de la CECA, c'est-à-dire que c'est la mise en commun du charbon, hein, et de l'acier en Europe afin d'empêcher tout pays de fabriquer une armée extrêmement puissante aux dépens des autres. C'est-à-dire si on contrôlait le charbon, qui était l'énergie de l'époque, et l'acier, eh bien on savait combien de chars fabriquait l'Allemagne, combien d'éléments d'artillerie fabriquait la France, et on arrivait à avoir un équilibre en se disant si on contrôle les armements des uns et des autres, on peut essayer de maintenir la paix. C'était les premiers échanges de matière, hein, au niveau européen, ce qui va déboucher sur la CEE, hein, la Communauté économique européenne, en 1957, dont le but est tout simplement de faire collaborer les économies européennes, d'échanger les produits et de créer le vaste marché européen, le marché économique tel que vous le connaissez aujourd'hui, qui n'a pas toujours été, mais si vous mangez des produits italiens aussi facilement, si vous pouvez voyager aussi facilement en Europe, eh bien c'est les premiers éléments de la naissance de ce qui va être plus tard l'Union européenne. Alors je termine en mentionnant qu'il y a eu une tentative de CED, c'est-à-dire on a tenté de construire une armée européenne, une Europe de la défense, hein, le D c'est la défense. Et puis ça s'est traduit par un échec en 1954, c'est-à-dire que les Français ont refusé qu'il y ait la création d'une armée européenne. On était à 9 années après la Seconde Guerre mondiale, c'était sans doute un peu tôt pour envisager une armée européenne. Aujourd'hui, il y a des accords de défense, hein, ce qu'on appelle la PESC, mais très honnêtement, c'est pas un fonctionnement très très harmonieux, ça fonctionne assez mal. L'Europe n'est pas encore unie du point de vue des affaires étrangères, ni du point de vue militaire. Voilà, c'en est terminé pour ce cours. Si vous avez des questions, vous les notez, et puis quand on se revoit, on évoque ces questions. Merci, bonne soirée.